Chers téléspectateurs, amis internautes, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de l'info.tv. Nous sommes actuellement à Bruxelles, capitale de l'Union européenne, de l'OTAN, mais également du groupe des États ACP, où j'ai le grand privilège d'être reçu par son Excellence Monsieur Roger Julien Menga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès des royaumes de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, mais également ambassadeur auprès de l'Union européenne. Excellence, merci infiniment de nous recevoir. Je vous en prie, merci beaucoup d'être venu dans notre ambassade. Merci bien, vous êtes bien connu dans les cénacles diplomatiques, mais le grand public aimerait bien mieux vous connaître. En quelques mots, parlez-nous de vous. Ben écoutez, je suis Roger Julien Menga, ambassadeur, comme vous l'avez si bien dit. Je suis ici en Belgique depuis 4 ans maintenant, j'aborde ma 4e année. Et en même temps, j'ai servi dans plusieurs postes, principalement européens, à Paris, 2 années, 10 ans comme représentant permanent du Congo auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Et de Genève, je suis revenu dans ma vieux amour, c'est-à-dire que Bruxelles, où j'avais déjà servi 7 ans. Mais voilà, le parcours diplomatique que j'ai, sans compter quelques années que j'ai passées en Afrique et dans la maison centrale. Voilà. Quel est l'état de la diplomatie de la République du Congo aujourd'hui? En votre qualité d'ambassadeur, quel regard portez-vous sur l'évolution de cette diplomatie? Mais écoutez, la diplomatie congolaise par rapport à la Belgique, vous voulez savoir, au pays de Belgique? De façon globale, hein, nous aborderons l'état des relations entre vos 2 pays, ainsi que l'Union européenne, dans une seconde partie. La diplomatie congolaise se porte bien. La diplomatie congolaise se porte bien dans la mesure où de grands progrès ont été faits quant à, n'est-ce pas, la qualité des diplomates. Le ministre des Affaires étrangères, qui est un diplomate de profession, a su donner une impulsion importante dans la diplomatie congolaise. Évidemment, le premier diplomate, le président de la République, a donné les très grandes orientations qui ont permis à la diplomatie de faire une offensive. Et je prendrai quelque chose de très simple, peut-être pas significatif, la réhabilitation des ambassades, par exemple. C'est un peu l'ambition du Congo de pouvoir donner à ces chancelleries une image à l'instar de ce qui se passe au Congo. Donc je crois que la diplomatie congolaise se porte bien et je crois que les investisseurs affluent au Congo grâce à une diplomatie économique importante. Je crois que je peux dire sans me tromper, que la diplomatie se porte bien au regard même des relations, des réunions qui se passent à Brazzaville et aussi, surtout, la multiplicité des hôtes de marque qui descendent à Brazzaville pour rencontrer le chef de l'État dans le cadre, n'est-ce pas, des problèmes diplomatiques. Je crois qu'on ne peut que dire que la diplomatie se porte très bien. Le président chinois a séjourné à la fin du mois de mars à Brazzaville. Hein. C'était une visite d'État, visite qui a permis au président Denis Sassou Nguesso de conforter le statut dont il bénéficie à l'heure actuelle. Hein. Et c'est peu dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a multiplié les initiatives, notamment dans la sous-région des Grands Lacs, en faveur de certains conflits. Hein. Je pense tout naturellement à la Centrafrique, où là aussi, en sa qualité de médiateur, il a contribué à ce que l'accord de Libreville soit signé, mais également dans le dossier de la RDC, où en fait, depuis le 1er janvier de cette année, c'est lui qui exerce, de fait, la présidence en exercice de la CIRGL. Mais bon, étant donné que l'Ouganda est toujours actif au niveau du processus de Kampala, les choses se font attendre. Alors, à quoi est dû, d'une part, cet activisme du président Sassou Nguesso et surtout, quelle est sa motivation finalement? Merci de me poser cette question. Je voudrais vous dire simplement que le Congo a une tradition diplomatique qui date de très longtemps. Le président Sassou, en 1979, lorsqu'il est, je dirais en 2 mots, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, a bénéficié d'un pays isolé,
isolé parce que ayant un régime marxiste et c'était pas bien vu de l'Occident, donc il fallait qu'il le sorte de cela. Et il a commencé son action. Il a commencé son action en faisant que le Congo ne soit plus isolé et en se remettait dans il a voulu absolument remettre le Congo dans le concert des nations. Il y a des points de repère. Il y a des points de repère importants dans la diplomatie congolaise. Souvenez-vous que le président Sassou a été le grand acteur, n'est-ce pas, en tant que déjà président, n'est-ce pas, de l'Union africaine en 1986. Le président Sassou a... À l'époque, OUA. L'OUA, évidemment, a eu à prendre des initiatives importantes en tant que président. Et en tant que président, il a fait ce qu'on appelait le Fonds Africa. Le Fonds Africa, au cours du 8e sommet de non-alignés à Harare, il a créé le Fonds Africa qui devait pouvoir permettre aux pays, plutôt pas aux pays, mais au mouvement de libération qui était encore en dessous le joug des colons, de pouvoir se ressourcer à partir de ce fonds pour avoir une certaine comment dirais-je, des économies, pour tout faire, pour qu'ils puissent avoir des ressources. Voilà le mot que je cherchais, des ressources. Tout à fait. Et en dehors du Front Africa, le président Sassou a continué. Souvenez-vous du fameux accord de Brazzaville, ce qu'on appelait plutôt le protocole de Brazzaville, le protocole de paix de Brazzaville de 1988, où la signature des accords quadripartites entre l'Afrique du Sud, l'Angola, Cuba et les États-Unis pour l'indépendance de la Namibie. Qui interviendra en 90. Voilà, et effectivement, tout cela s'est passé à Brazzaville. C'est à Brazzaville que a été signé cet accord et qui a permis, en plus, non seulement à la libération, plutôt à l'indépendance de la Namibie, mais en plus à la libération de Nelson Mandela et à faire en sorte que l'apartheid puisse être éradiqué. Voyez, donc ce sont des moments forts de la diplomatie congolaise qui ont marqué l'histoire. Le président Sassou est revenu 10 ans après comme président en exercice de l'Union africaine. Et là aussi, d'autres initiatives ont été prises. Donc je voudrais dire que simplement que, pour répondre à votre question, que c'est par rapport à toute cette tradition diplomatique que le président Sassou, fort de l'aura qu'il a eu au niveau de l'Afrique centrale et le doyenat qu'il a, et les contacts, n'est-ce pas, avec ses pairs d'Afrique centrale, il a créé une autre quadripartite à Oyo, dans ton village natal, où se sont retrouvés le président Museveni, le président Kagame, le président Kabila et lui-même, pour discuter des problèmes liés à l'est de la RDC. Précisément. En fait, bon, la CIRGL rassemble 11 États. En principe, c'est depuis le 1er janvier de cette année que Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, en assume la présidence en exercice. L'Ouganda étant pour l'instant impliqué dans les négociations, d'aucuns estiment que c'est à l'Ouganda d'achever le processus. Mais certains ne partagent pas ce point de vue. Étant donné que l'Ouganda a été cité dans certains rapports, notamment onusiens, quant à son implication dans le conflit, ne pensez-vous pas, avec le recul, qu'il eût été plus sage de confier la médiation au Congo, dans la mesure où l'Ouganda se trouve dans une position de juge et partie? Effectivement, je comprends parfaitement votre question. Il va de soi que, fort, n'est-ce pas, des rapports que nous avions lus des Nations Unies, ma foi, je crois que les autorités ougandaises étaient peut-être dans une situation peu envieuse de pouvoir jouer ce rôle. Mais dans le cas d'espèce, ils ont quand même fait en sorte que de mettre donc leur terre à profit pour pouvoir laisser que les négociations se passent. Mais n'empêche que la négociation continue et que le Congo, de par sa position,
n'a pu que s'intégrer dans le processus, n'a pu que continuer à renforcer cette négociation en prenant des contacts directs avec le président Kagame, avec lequel il entretient aujourd'hui de très très bonnes relations, au vu des relations économiques qui sont liées. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, semble-t-il. À quoi a été due justement cette relative distance entre votre pays et le Rwanda? Mais c'est très simple. Vous souvenez-vous qu'après le génocide de Rwanda, de nombreux ressortissants du Rwanda se sont repliés non seulement en RDC, mais au Congo-Brazzaville. Donc nombreux ont trouvé refuge dans notre pays. Il était normal pour nous de pouvoir recevoir des réfugiés dans le cadre de notre politique, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'accueil, n'est-ce pas, des réfugiés. Nous sommes partenaires dans ces, comment dirais-je, dans ces conventions. Et nous avons montré que malgré la présence de ces gens, nous n'avons pas de ces réfugiés rwandais, nous n'avons aucune part, nous ne prenons pas part active dans le conflit qu'il pouvait avoir dans ce pays. Et nous avons tout fait pour montrer notre bon état d'esprit et qui a permis que finalement, comme il n'y avait pas de danger à partir du Congo, les deux présidents se sont entendus et ils ont compris qu'il n'y avait pas de raison, fort de leurs idéaux, parce que nationaliste qu'il est, le président Kagame a une certaine forme d'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales, ce qu'est le président Sassou. Ils se sont connus, ils se sont appréciés mutuellement et le courant est passé entre les deux. Les relations entre les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo, n'ont pas toujours été simples, disons les choses telles qu'elles sont. Une sorte de méfiance réciproque, notamment ces 10 dernières années, ont pu être observées. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette relative fraîcheur au niveau des relations entre les deux pays? Bon, je dirais plutôt, fraîcheur, le mot serait un peu fort, parce que j'estime que les deux pays ont d'abord, leur politique est toujours restée constante dans la mesure où il y a eu... Mais vous niez pas l'existence d'une forme de méfiance réciproque entre les deux. Bien entendu qu'il y a eu comme, surtout à partir des médias, un certain nombre n'est-ce pas, de qualificatifs. Mais j'avoue que malgré tout cela, il y a eu cette politique de bon voisinage qui a toujours, comment dirais-je, existé entre les deux pays. C'est vrai qu'il y a eu toujours ce problème, n'est-ce pas, fort de la proximité entre les deux pays, comme quelques personnalités de l'autre côté qui se sont retrouvées chez nous. La présence d'ex-phase, DSP, oui, qui ont permis un peu comme, qui ont donné à certaines personnes à penser que nous pouvions, n'est-ce pas, être à l'origine de déstabilisation, ce qui en réalité, fort comment dirais-je, des relations directes entre les deux présidents, fort des relations directes entre comment dirais-je, les deux gouvernements, tout a été toujours dissipé. À la moindre chose, tout a été dissipé. Il y a eu des commissions mixtes qui se sont créées pour dissiper ce genre de malentendus. Les deux présidents se fréquentent normalement. Donc, en fait, c'était plutôt des soupçons, n'est-ce pas, qui n'avaient pas de base réelle. La preuve, c'est que la plupart aujourd'hui, le rôle que le président Sassou ne pouvait pas jouer un rôle aussi important si et si jamais que ses relations avec son voisin n'étaient pas au beau fixe. Revenons à l'action diplomatique du président Sassou Nguesso. D'aucuns estiment que effectivement la conjoncture lui est plutôt favorable, hein, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a pris l'initiative de réunir à Oyo les 3 chefs d'État, notamment congolais, donc Congo-Kinshasa, Ouganda et Rwanda. Il a joué un rôle non négligeable dans la crise en Centrafrique. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, dans sa conception globale de la situation sécuritaire de la sous-région, le président Sassou Nguesso souhaiterait en faire davantage, ou est-ce que vous pensez qu'il va plutôt créer les conditions d'une paix durable entre ces différents États que je viens de citer, ou est-ce qu'au contraire,
vous pensez qu'il est réellement dans une dynamique, dans un processus de consolidation de ce type d'initiative? Vous voyez que dans ce genre de choses, le plus important est que les pays se parlent, que les chefs d'État se parlent, que la sous-région soit une sous-région stabilisée. Parce qu'en fait, la proximité, n'est-ce pas, des États fait qu'il est très très important que la paix, l'initiative de paix se consolide. Le président Sassou étant un homme de paix, il souhaiterait toujours aller de l'avant et souhaiterait toujours rester, n'est-ce pas, dans cette dynamique et éviter justement que ne perdurent des situations qui créeraient une déstabilisation dans un pays comme dans l'autre. L'expérience congolaise en la matière, les soubresauts qu'il y a eu au Congo font que aujourd'hui nous sommes devenus, le président Sassou est devenu très craintif. Il n'aime pas qu'il y ait des mouvements, n'est-ce pas, des mouvements de guerre ou quoi que ce soit. Il essaie de tout faire pour qu'il y ait réellement une paix durable. Une paix durable grâce justement au fait que les chefs d'État se parlent et qu'ils puissent, n'est-ce pas, taire certaines divergences qu'ils ont entre eux. En se parlant, je crois qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à trouver rapidement des ententes, mais pour créer d'un climat réel de paix. Avec votre permission, Excellence, j'aurai deux dernières questions puisque nous arrivons bientôt au terme de notre entretien. Quel est à l'heure actuelle l'état des relations entre la République du Congo et les pays où vous représentez donc votre État et l'Union européenne? Vous savez, représentant auprès de l'Union européenne et participant aux négociations avec l'Union européenne et les ACP. Et les ACP, à travers les ACP justement, je peux dire que les relations sont au beau fixe. Mais vous savez que, tel que se passe aujourd'hui, l'État, parce que le Congo en tant que pays membre des ACP, négocie avec l'Union européenne. Alors, l'avenir, n'est-ce pas, l'avenir des ACP, du Congo à travers les ACP, c'est un avenir incertain. Incertain parce qu'en 2020, aura lieu la fin, n'est-ce pas, de tous les accords que nous avons signés avec l'Union européenne. Notamment Cotonou, hein, qui voilà. Arrivé, effectivement. Et les APE, je ne sais exactement. Pas où est-ce qu'on en est pour l'instant. Et justement, les APE qui ont été, n'est-ce pas, sur lesquels nous avons tous fondé nos espoirs. Mais ces APE piétinent, monsieur le journaliste, piétinent. Et s'il y a une région, n'est-ce pas, notamment les Pacifiques, qui ont pu signer des APE complets, mais les autres régions, notamment les régions africaines et l'Afrique centrale de manière précise, n'a pas signé même pas des APE intérimaires, sauf le Cameroun qui a signé un APE et qui malheureusement il se retrouve dans une situation très très difficile. Parce que, malgré le fait qu'il y ait malgré la bonne volonté écrite dans les APE présentent beaucoup d'embûches pour nos économies. Alors, je ne peux pas dire que, au regard même de ce que, des traités de Lisbonne, qui a occulté, n'est-ce pas, les États africains, oui. Où on n'a même pas cité une seule fois l'accord de Cotonou, avec un tel partenaire, je reste un peu pessimiste quand même si nous avons des subsides, un peu de l'aide par-ci par-là, mais le Congo, pour ne prendre que le Congo avec les réalisations des infrastructures congolaises sur fonds propres, je dis qu'avec l'Union européenne, bon, on a des relations, mais je crois que nous ne pouvons pas fonder l'avenir de notre pays sur les subsides de l'Union européenne. Revenons à l'Afrique centrale, Excellence. La Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale a annoncé pour le 1er janvier 2014 la libre circulation, la suppression des visas sur l'ensemble donc de la zone. Pensez-vous que cette mesure soit réaliste à l'heure actuelle? Est-ce que techniquement la CEMAC est prête? Je crois que aussi longtemps que les chefs d'État se sont retrouvés, aussi longtemps que, de manière tout à fait solennelle, l'obstacle a été levé. Parce qu'en fait, disons-le clairement, il n'y avait que deux pays, n'est-ce pas,
qui faisaient un peu obstacle à ce que, de manière réelle, quels sont ces pays? Je crois qu'au niveau du Gabon et la Guinée équatoriale, il y avait un peu comme, à juste titre, ils avaient des raisons, n'est-ce pas, qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas encore pleinement, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à l'application, n'est-ce pas, de ces accords de libre-échange, et plutôt de circulation des biens. Mais aujourd'hui, tous ces obstacles ont été levés. Et je crois que je reste optimiste, bien au contraire, je reste vraiment optimiste que, enfin, nous pourrons avoir droit à une libre circulation, enfin, nous aurons droit à notre passeport SEMAC, comme les autres sous-régions. Donc, il n'y a pas de raison d'être pessimiste, monsieur le journaliste. Eh bien, c'est sur cette note d'espoir et d'optimisme que nous allons conclure notre émission. Je rappelle que nous étions donc depuis Bruxelles, reçus par son Excellence monsieur Roger Julien Menga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès des royaumes de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et auprès de l'Union européenne. Excellence, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie d'être venu nous donner l'opportunité de parler. Merci. Prochain rendez-vous sur l'infonet.tv.